c'est Alexandre et bienvenue dans l'émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, c'est la 4e visite du domaine de la Vallée Heureuse au Brûlé par Pascal Boyer-Vidal. Et nous allons retourner dans l'arrière-cour du Jardin Créole pour nous consacrer aux plantes médicinales. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Ici, c'est l'entrée du magnifique jardin de la Vallée Heureuse, au Brûlé, pas loin de l'église du Brûlé. Et je suis avec Madame Pascal Boyer-Vidal. Je m'appelle Pascal Boyer-Vidal, je suis réunionnaise par ma mère et j'habite dans cet endroit qui était le lieu de changement d'air de mon grand-père, qui n'est plus un lieu de changement d'air puisque j'y habite toute l'année. J'habite à cet endroit depuis près de 30 ans maintenant. Et j'ai vraiment à cœur de conserver, de restaurer et surtout de faire découvrir tous ces vieux jardins des Hauts, de changement d'air. Voilà, tout ça, c'est tout ça. Mais en fait, ce domaine, la Vallée Heureuse, c'est l'un des, on va dire, des derniers jardins créoles qui existent Non, il y a beaucoup de jardins. Mais de cette taille-là, je veux dire, de ce jardin moyen comme ça, moyen, il y en a encore beaucoup, je pense. Ouais. Il y en a pas forcément beaucoup, mais il y en a de moins en moins en fait. Il y en a de moins en moins, oui. Ouais. Voilà. Il y en a de moins en moins, donc on essaye de les restaurer et puis de les faire découvrir. Voilà. Alors là, on va rentrer dans la 3e partie du jardin, l'arboretum en fait, qui est c'est un petit morceau de forêt primaire de moyenne altitude humide qui existait déjà, mais il y a eu beaucoup de choses que mon grand-père a plantées dedans. Et malheureusement, c'était totalement à l'abandon, il y a encore 10 ans. Et je ne savais plus du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on a essayé de nettoyer, d'enlever les espèces envahissantes, de refaire des allées, de reconstituer des allées et puis de replanter. Voilà. J'ai beaucoup replanté parce que ça c'est ma grande passion, on va dire. Et j'ai replanté à peu près plusieurs centaines d'arbres de 60 espèces endémiques différentes, en gros. Voilà, parce que j'ai retrouvé dans les affaires de ma grand-mère aussi une liste manuscrite de mon grand-père écrite à la main, à l'encre violette, de tout ce qu'il avait planté ou inventorié ici. Parce que c'est vraiment une personne qui s'intéressait beaucoup à tout ça. Voilà. Alors, en fait, l'entrée dans l'arboretum, c'est cet arbre, symboliquement, qui s'appelle le bois jaune. Le bois jaune qui est un arbre endémique de la Réunion et de Maurice, mais qui est sur la liste rouge de l'UICN des espèces en danger critique d'extinction. Je sais qu'à Maurice, il en reste très peu, parce que Maurice est beaucoup plus plat et que ça a été énormément défriché. À Maurice, on reste 3% de nature endémique indigène. Ici, on en a un peu plus parce qu'on est protégé, enfin on en a plus, on a 30% de forêt primaire encore, parce que les reliefs nous ont protégés en fait, simplement. Voilà. Vous serez dans les bosses, c'est ça. Ça c'est le fruit. C'est le fruit du fruit jaune. De l'arbre. Ouais. Ça pousserait dans les bosses, hein, possible. Ouais. C'est parce possible. qu'il n'est pas très grand. Non, il n'est pas très grand. Ça c'est possible que tu plantes, et ça te plaira en plus. Ouais. Parce que le bois jaune, pourquoi est-ce qu'il a manqué de disparaître? En fait, il y a plusieurs raisons, puisque comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il existait un oiseau qui se nourrissait des fruits. Voilà.
Vous voyez, le fruit, c'est un gros fruit très charnu, comme ça. À l'intérieur du fruit, vous avez une sorte de noix. Et à l'intérieur de la noix, de part et d'autre, là, on a quelques graines à l'intérieur. Donc tu mets la fente comme ça sur le sol. Et les graines vont sortir comme ça. Là, on en a un là et un là. Les petits, c'est de régénération. Petit bois jaune. Et en fait, l'oiseau, on a perdu à peu près 60% de notre avifaune, c'est-à-dire de nos oiseaux endémiques, qui ont tous disparu. Pour diverses raisons. Déjà, les œufs mangés par les rats, les oiseaux en fait, qu'on avait été au sommet de la chaîne alimentaire sur des îles, pas de prédateurs. Donc quand l'homme est arrivé, il ne se méfiait pas des hommes et donc on pouvait les attraper à la main ou à coups de bâton. Voilà. Et puis les rats mangent les œufs. Nos oiseaux endémiques souvent faisaient leur nid par terre parce qu'ils n'ont pas de prédateurs, donc ils n'ont pas besoin de gaspiller de l'énergie pour aller faire des nids en hauteur. Donc les rats mangent les œufs ou les petits. Ensuite, nos oiseaux avaient parfois perdu la capacité de vol, toujours parce qu'il n'y a pas de prédateurs. Donc il y avait le dodo à Maurice, on avait le solitaire de Bourbon ici. Donc c'est des oiseaux qui étaient par terre, donc facile à attraper, quoi. Ben non, pas tout à fait des poules, parce que le dodo mauricien, son ancêtre, c'est un pigeon. Ah bon? Un pigeon, l'ancêtre. Et nous, le solitaire de Bourbon, l'ancêtre, c'est un ibis, avec les plus longs coups. Et le bec un peu plus long aussi, et le plus long. Il y a un oiseau marin comme ça, comment on l'appelle? Mais les ibis du Nil, tout ça, sont des oiseaux migrateurs. Le bécasso aussi, un très long bec, là. Oui. Et il y avait le solitaire de Rodrigue aussi. Oui. Voilà. Oui. Enfin, j'ai pas vu, mais j'ai vu sur le cadavre. Ouais. La bête empaillée, quoi. Ouais. Et en fait, alors on avait la huppe de Bourbon, on avait les perroquets mascarins, des perruches vertes de Bourbon, le pigeon rose, je crois, qui existe toujours à Maurice, lui. Pigeon rose, à Maurice, il existe beaucoup d'oiseaux, c'est paradoxal, mais il y a beaucoup d'oiseaux endémiques plus sauvegardés qu'ici. Et ou bien la perruche ou le perroquet mascarin de Bourbon devait en fait cueillir ce fruit, parce que ce sont des fruits qui sont lourds, quoi, hein. Cueillir le fruit, s'envoler un petit peu plus loin peut-être, manger la chair du fruit, et ensuite laisser tomber la noix à l'intérieur, par terre je veux dire, et du coup c'était des oiseaux qui étaient disséminateurs. Voilà, les oiseaux disséminaient les graines. Donc là, malheureusement, la graine, elle tombe par terre et ça va faire de la régénération là qui n'a pas trop de chance de pousser, quoi, parce que en sous-bois comme ça. Voilà, donc en général, je ramasse les graines ou les plants et puis je fais du troc. Uniquement dans le nord, parce que les bois jaunes sont en train de se différencier entre le nord et le sud. Ils ont des petites nuances génétiques, donc il ne faut pas qu'on mélange les genres. Parce que ça va peut-être faire 2 espèces endémiques. Donc je les donne plus pour le nord. Voilà. Et sinon le bois jaune, c'est un beau bois d'ébénisterie, bois jaune. Donc on l'a beaucoup utilisé pour l'ébénisterie. Et surtout, le bois jaune, l'écorce du bois jaune contient une quinine naturelle qui est extrêmement utilisée pour tout ce qui est fièvre de paludisme, dengue, chikungunya. Et même là, à la Covid, il y a des personnes qui ont essayé la tisane bois jaune pour les fièvres. Et ça marche très bien, c'est même entré dans la pharmacopée française, on ne le dit pas trop, mais parce que un arbre dont on enlève l'écorce finit par mourir. Il meurt. Alors qu'il suffirait de couper une petite branche. Voilà. Alors, là, cet arboretum, il faut imaginer qu'il y a encore une dizaine d'années, c'était complètement couvert par la vigne marogne, le raisin marron, qui poussait tout au sommet partout. Et une espèce envahissante donc. Donc cet endroit, c'était, il n'y avait pas de lumière qui arrivait, donc c'était la terre complètement à nu, un sol avec beaucoup d'érosion quand il pleuvait, et donc tout le sol fertile partait, quoi. Tout le sol fertile partait. Et donc ce qu'on a essayé de faire d'abord, ça c'est quand on était enfant, même c'était vraiment un désordre pas possible. Ici, on a essayé de faire déjà une allée qui va au fond de la ravine, puisque le petit cours d'eau que vous avez vu, en fait, il passe sous les ponts, il fait le tour là. Il fait le tour comme ça. Ensuite, il tourne là, et ensuite il retourne et il va vers Saint-François, vers le Bras-Mahot en fait. C'est un affluent du Bras-Mahot. Donc on a essayé de faire ça. Et puis il y a une douzaine d'années, on a essayé d'abord on a enlevé la vigne marogne et on a essayé d'élaguer au maximum toutes les espèces envahissantes, c'est-à-dire surtout des jammes roses.
Voilà, c'est bon les jammes roses, hein, mais c'est une espèce qui est très envahissante et si on laisse les jammes roses, on n'aura que du jamme rose et dans le sous-bois, des moustiques. Voilà, des moustiques et plus il n'y aura plus d'autre chose qui poussera malheureusement. Alors ça c'est un grand nat, celui-là, un grand nat qui doit avoir 70 ans par rapport au camphrier là-bas qui a 30 ans. Voilà, un grand nat, bois très très dur, de la famille des sapotacées. On a donc 4 bois comme ça, hein, dans la même famille. On a le grand nat, le petit nat, le nat coudine et le bois de fer. Voilà, voilà c'est les mêmes c'est la même famille. C'est la même famille. Ce sont des bois qui sont extrêmement très lents de croissance, mais très durs, très denses. C'est presque quasiment coulé, quoi. Hein. On l'utilise pour faire les meubles aussi, pour les petits nat. Ouais, voilà. Petit nat, ouais. Le petit nat, voilà. Et le grand nat, justement, on l'utilisait pour tout ce qui était charpente et les parquets des maisons créoles anciennes, qui sont des parquets un peu de bois marron rouge, là. C'est du grand nat. Ça, c'est les avocats marrons, c'est une catastrophe. En plus, ça fait On laisse ça, en un an, on a un arbre. Ça aussi, tu peux enlever? Non, ça c'est cerise à côte. Cerise Brésil. Cerise Brésil, pardon. Ouais. Ça, c'est les avocats marrons, les il faut avocats. aussi tirer tout. Hein. Ah, mon Dieu. La liane, coup de Ça, il pète. n'y a pas le bois malgache. Il donne, Ah si, bois malgache, Si. il donne des fleurs blanches, après il donne des boules oranges. et la zone climatique qui a le plus souffert de l'action de l'homme, en fait, c'est la forêt de zone semi-sèche. C'est-à-dire la forêt qui partait de la montagne, la Grande Chaloupe, et qui arrivait jusqu'à Pierrefonds. Disons, c'est toute la côte sous le vent. Il faut imaginer que la zone de savane dans l'ouest, c'était la forêt. C'était uniquement de la forêt, et de la forêt de zone semi-sèche, justement pour une forêt pour laquelle l'Europe s'est engagée, justement. Et t'enlèves la forêt, t'enlèves la pluie. Hein. Oui. La pluie, elle ne voit pas pourquoi elle arroserait la savane, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais de toute façon, c'est prouvé scientifiquement aussi, hein, de toute manière. Mais là, oui, à la savane, il paraît qu'avant que la Réunion soit habitée, il y avait des lataniers endémiques, quoi. Oui, les lataniers Ouais. rouges. Des bien rouges sûr. partout. Non, mais il y avait ouais. de la forêt primaire de zones semi-sèches. Ouais. Il n'y avait pas que des lataniers, il y avait tout un ensemble. Il y avait les Mao-Tantans, il y avait justement les bois puants, les rusières cordata, il y avait énormément de choses. Hein, énormément les choses de zones semi-sèches, quand j'essaye de planter ici, ça végète, quoi. Même si le brûlé est une zone de transition entre le semi-sec et l'altimontant, mais ça végète, quoi. Et tout ça, ça a disparu parce que ça a été les premières zones habitées, en fait, beaucoup défrichées pour les besoins de l'agriculture. Et en fait, voilà, il y a des résidus de forêt de zones semi-sèches un petit peu partout, notamment dans les hauts de la montagne, à la Grande Chaloupe. Et justement, l'Europe finance ça, c'est un programme qui s'appelle Life Plus Forêt Semi-Sèche, où en fait, avec Caroline justement, donc le parc aussi, on faisait ça, on repère les semenciers qui restent, on récolte, ils ont des pépinières où on refait tous les plants, et après, à partir des poches existantes de forêt, on enlève les espèces invasives autour et on replante petit à petit, quoi, pour essayer de s'étendre. Puis ce sont des espèces qu'on a la chance de retrouver en pépinière maintenant, donc on peut les planter. L'architecture créole, c'est aussi une architecture métisse, hein, la case créole typique, puisqu'on a la varangue, justement c'est le côté théâtral, le théâtre gallo-romain en fait, hein, pas gallo-romain, gréco-romain, pardon, avec les colonnes et tout, c'est la mise en scène, c'est quelque chose de théâtral. On a le toit à 4 pans qui est plus inspiré de l'architecture marine en fait, et justement les bois puants, tout ça, ça a servi à faire les charpentes des premières maisons créoles parce que c'est un arbre dont le bois sent très mauvais et éloigne les termites. Puis ensuite dans l'architecture créole vous avez tous les lambrequins et tout, l'inspiration indienne aussi, Pondichéry, etc. quoi. Donc c'est très métis aussi comme architecture. C'est pour le rafraîchissement tout ça, ces dentelles. Ouais. Oui, aussi pour la pluie, c'est pour permettre à la pluie de goûter. Le petit goutte à goutte aussi. Faire le goutte à goutte, le lambrequin, mais les belles dentelles qu'il y a dans la toiture, des fois c'est très aéré. Oui, c'est ça. Mais j'ai retrouvé des photos de lambrequins en Russie, là, dans des maisons en bois en Russie, il y avait des lambrequins aussi. Donc d'où est-ce que ça vient vraiment les lambrequins? Est-ce que ça vient d'Inde, Pondichéry, Pondichéry? C'est comme la couture, ça.
de par le monde. Et je me dis, on a col-col dans la cour. Ouais, c'est une plante qui s'appelle col-col? Oui, le col-col. D'accord. Ouais. Non, mais vous connaissez, parce que quand vous sortez dans Ah oui, maison, une ça, affaire, là, il colle sur il colle, les pantalons, tout ça. Ben, on a une affaire ben. col-col. Mais c'est lui. Ça s'appelle D'accord. Desmodium. D'accord. C'est ça régénère le foie. Ça, c'est le café marron. Son petit nougaté Coffea mauriciana, endémique Réunion Maurice. Ouais. Voilà. Ah, maintenant, le nom latin, ce petit nom gâté. C'est nouveau, ça. Non, mais c'est parce que c'est tellement dur à Ouais, retenir. ouais. Quoi. Ils sont partis au fond, voilà. Heureusement qu'ils ont abattu l'arbre ce matin en face. Parce que le Coffea mauriciana, qui est c'est un caféier aussi, hein, mais dont on fait plus une plante pour se purger, plus vomitif, quoi. Ouais. Et le bois de jolie fille, c'est une des rares espèces au monde qui fleurit au niveau du pétiole. Voilà. On a le pétiole et de petites fleurs microscopiques comme ça. Des rares espèces au monde comme ça. Et ça fait des tout petits fruits qui sont minuscules et du coup il y a beaucoup de régénération. Alors là on voit tout cet endroit, là j'ai replanté. Il me reste juste une espèce invasive à rabattre un peu. Là c'est le jam rose. Mais tout ce qui est invasif a été enlevé, quoi. Petit à petit, quoi. Parce que ce que j'essaye de faire, c'est de faire un peu d'élagage tous les ans. Et à mesure que je fais descendre les bois invasifs, je plante les autres qui vont repousser. Et là, pour la 3e année consécutive, j'ai maintenant de la régénération naturelle. Qu'il n'y avait pas du tout avant, c'était vraiment difficile. Ah, carrément, il y a un transfert des bois invasifs qui sont remplacés par des bois endémiques. Que je remplace. Ouais. C'est moi qui, Ouais. parce que je veille dessus. Hein. Ouais. Mais je fais ça au fur et à mesure, petit à petit, voilà. En tout cas pour tout cette D'ailleurs, on parcelle. devrait plutôt dire les pieds invasifs, puisque normalement, quand on dit bois, ça veut dire endémique, et pied, c'est importé normalement. Oui, c'est ça. Ouais, Donc, pied on devrait dire, oui, c'est ça. Pied de litchi, pied de C'est mangue. Mais on a quand même des bois. Le grand nat, on ne dit pas bois de grand nat ou bois de petit nat. L'ostocafé non plus. Ouais. Mais c'est vrai que bois de négresse. Oui, après il y a bois de Oui, négresse. c'est vrai que pour certains, on dit Café marron, on dit non. ni bois ni pied. L'ostocafé c'est non vrai. plus. Après, oui, bois de corail, bois d'hosto, bois de pintade. Oui, après, en général, c'est effectivement, on dit bois de quelque chose. Mais pas à quelques exceptions près, on va dire. Nat coudine, c'est bois de fer bâtard aussi. Voilà, il a 2 noms. Et le café marron, en fait, c'est... Coffea mauriciana, c'est ça. D'accord. C'est celui-là. Ok. Café marron. Attends, je fais le point dessus. C'est un caféier, mais marron. Ok. Oui, ça fleurit, ça donne plein de petites, des petites drupes. On voit les petits boutons de fleurs partout là. Ouais. Un peu partout. Là, par exemple, là, tu vois. Là et là. Ah ouais. C'est discret. Oui, mais c'est des boutons. C'est des boutons. Attends que après ça fleurit. Oui, c'est discret. en fleurs en ce moment. Ouais. Alors, ça, c'est le bois de pintade. Ouais, Oui, parce que le palmis rouge est trop rare maintenant. Le bois de pintade qui a la particularité de complètement se transformer entre l'âge juvénile et l'âge adulte pour le feuillage, comme le Rusia cordata. Ça s'appelle l'hétérophilie. C'est-à-dire que la feuille, au départ, elle est de cette couleur, et puis quand il va grandir, il va changer de couleur et devenir vert. Et le Rusia cordata aussi est hétérophile avec un changement de forme de feuille. Voilà. Et les scientifiques se sont demandé pourquoi nos arbres endémiques ont un tel taux d'hétérophilie, parce que c'est très important comme taux d'hétérophilie. Je crois que c'est 40% des arbres endémiques. Suivez-moi pour ce dernier épisode de La Vallée Heureuse. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.